Bon, et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes nombreux à m'écouter, hein, histoire que je me fasse pas trop chier pour rien. Je vais du coup vous dire à une prochaine, si vous êtes encore en vie, et si, bien sûr, je le suis moi aussi. Sinon, ça n'a aucun sens. Salut. Qu'est-ce qu'il fout là, cet abruti? Je suis où? Ça commence à être gonflant là, je suis où putain? Non. Ce qui commence à être gonflant, je vais te dire, c'est cette situation à la con. Alors, je vais t'expliquer en 2 mots. En gros, je t'ai retrouvé congelé quelque part. T'y étais depuis je sais pas combien de temps et honnêtement, je m'en fiche. Probablement que tous les gens que tu connaissais sont morts. Alors, je t'explique une chose. Soit tu t'en vas de ton plein gré, soit tu attends que la poudre de mon joli pistolet juste ici sèche pour que je puisse éventuellement m'occuper de ton cas. J'étais congelé? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah en fait, ça veut juste dire que tout ton corps était entouré de glace. Je sais ce que ça veut dire congelé, hein. Je veux savoir pourquoi j'étais congelé. Ah, j'en sais rien et honnêtement, je veux pas le savoir. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Tu peux prendre un peu de bouffe et d'eau, mais voilà, laisse-moi faire mes trucs. Allez, salut, hein. Attends, on est en quelle année? Tu
Tu sais vraiment pas dire au revoir aux gens, toi, hein? Mais réponds-moi, on est en quelle année? 348. Quoi 348? Ben, depuis la grande extinction, il s'est passé 348 ans. Et c'est quoi la grande extinction? Ah ouais, d'accord, non mais du coup, je te confirme que tous les gens que tu connaissais sont morts. Et même le monde dans lequel tu vivais, il n'existe plus, hein. En fait, il y a 348 ans, il y a eu une pandémie d'ampleur mondiale qui a décimé toute la population humaine. Gna 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 gna. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Merde, je pensais que ça marcherait. De quoi? Ouais, je pensais que si je te révélais tout comme ça, sur la fin de ton monde, etc., tu mourrais instantanément. Comme le mec dans le film là, putain, congelé, tout comme toi. Hibernatus. Oh, tu connais? Putain, c'est génial! Je vois pas ce qu'il y a de si génial, hein. Ma grand-mère, elle est morte. Ben en fait, j'ai trouvé une version de ce film, mais elle est un peu abîmée, du coup je peux pas voir la fin. Et même après plein d'explorations, impossible de retrouver une version viable. Tu pourrais pas me raconter la fin? Exploration? Quel genre d'exploration? T'es déjà levé? Tu fais quoi? Je vais partir en explo. En exploration? Ben disons que le principe de pas dire le mot en entier, c'est précisément de pouvoir s'économiser en ne le disant pas en entier. Merci de m'avoir laissé dormir ici. Bon, de toute façon, la poudre de mon pistolet n'était toujours pas sèche cette nuit. Bah, comment tu le sais? Bah, laisse tomber. Je peux venir avec toi? Non! Allez, salut! Allez, je te raconterai la fin d'Hibernatus. Sérieusement? Quoi? Oh rien, c'est juste que si tu me rends pas ma veste, mais alors tout de suite, je me sers de ta peau pour m'en faire une seconde. Et puis, et c'est quoi ce chapeau? Mais tu l'as volé à qui encore ça? Je l'ai acheté, figure-toi. Un caravanier. Mais on en a déjà plein des merdes à se foutre sur la tronche là, t'avais besoin d'un chapeau? Bah, c'était pour ressembler à Indiana Jones. Si tu le dis, c'est vache. Réussi, hein, c'est... Putain que j'aime ces films. Surtout le premier. Je veux être le même genre de héros. Et puis, quitte à avoir une nouvelle vie, autant que ce soit celle où les gens me connaissent sous le nom de Indy, la terreur des sables. Bon. 1. On vit dans un abri, pas dans les sables. 2. Ben, y a pas de sable, par ici. 3. T'es pas une terreur. L'autre jour en exploration, t'as fui devant des lagartes. Attends, tu parles des gros lézards là? Mais t'as vu leur taille aussi?
Et de 4, je vois pas bien ce que t'entends par le même genre de héros. C'est avoir la même classe que lui déjà. Mais bon, ça c'est vrai qu'il a la classe, ok. Ouais, la classe. Oui, il a la classe. La classe. Bon, il a la classe, d'accord, mais à part ça. Mais tu le fais exprès ou quoi? Je vais être un héros, faire des choses héroïques, sauver le monde. Comme lui. Même si aujourd'hui c'est un peu tard. Ah, parce qu'il sauve le monde. Bah ouais, à la fin du premier, il empêche les nazis de... Les méchants. D'accord, ok, il empêche les méchants de... Bah, d'avoir l'Arche d'Alliance. L'objet magique, là. Voilà. Sans lui... Sans lui, l'histoire aurait été exactement la même, hein. Comment ça? Bah oui, réfléchis. Si Indiana Jones n'avait pas été dans le film, la fin aurait été exactement la même. Les méchants, là, les amis, ils auraient trouvé l'Arche d'Alliance et se seraient tués en essayant de l'ouvrir. Attends. T'es en train de me dire que mon Indy, c'est pas un héros? Ah non, je suis pas du tout en train de dire ça. Je vais te tuer. Très lentement. Tu voulais savoir ce que je faisais avec cette caméra, avec tout mon matos, là? Mais écoute, branche-moi tout cet attirail et je vais m'expliquer. Ah oui, mais rends-moi ma veste. Amis survivants, bonjour. Si vous voyez ceci, c'est probablement que vous piratez du réseau. Et aujourd'hui, il sera question d'un film datant d'avant le Grand Hiver. Le Grand Hiver? Ouais, c'est un genre d'hiver, mais en plus gros, quoi, plus grand. Ouais, et pour la grande extinction, du coup? Mais c'est comme une extinction, mais en plus grand, en plus grand. Attends, mais... Ce film met en scène Harrison Ford dans le rôle de Henry Jones Jr. Mais pourquoi Indiana, du coup? Je pourrais le dire, mais ce serait une sorte de spoil, ce serait pas cool. Ah bon? Ouais, parce que la révélation de l'origine de son nom est plutôt marrante dans le 3e opus. Ouais, et pourquoi Henry Jones Jr. alors? Eh ben, Junior, ça répond pas à ta question, Junior. Bah, ça devrait. Disons que pour toute personne dotée d'une intelligence moyenne, normalement oui, ça devrait, oui. Mais je vois vraiment pas. Attends, tu les as vus les Indiana Jones? Bah oui. Pourquoi tu me poses toutes ces questions alors Indiana Jones est-il un héros? Oh là, ça va être long, ouf, trop long. Indiana Jones est un professeur en archéologie dans une université du Connecticut. Ce qui rend le personnage extrêmement classe, c'est qu'il a une double vie. Oui, c'est un professeur, mais il est aussi un aventurier intrépide, mal rasé, bravant tous les dangers afin de récupérer ça et là des reliques de toutes sortes et autres vestiges. Mais attention, ne voyez pas chez lui l'âme d'un pillard, mais bien celle d'un défenseur de l'histoire. C'est tout comme moi. Non mais... Quoi? T'es un pillard! On peut voir chez Indiana Jones une sorte de Bruce Wayne, propre sur lui aux yeux du public, respectable dans un costume de professeur, mais également homme d'action, courageux dans son costume iconique d'aventurier, arborant un borsalino et un fouet. Il aura d'ailleurs influencé le personnage de Lara Croft dans Tomb Raider, de Benjamin Gates dans Benjamin Gates, ou encore de Jack Colton dans À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis, un film contemporain des aventuriers de l'Arche perdue et dont son réalisateur doit le début de sa carrière à Steven Spielberg. Au fait, Ouais. t'as oublié de dire qu'il y avait une série sur Indiana Jones quand il était jeune. Ben je le savais pas, elle s'appelle comment? Young Indiana Jones. Bah logique, ouais. Mais pour la chronique, je me fonde uniquement sur la saga. Non, pas la saga, la trilogie. Attends, c'est quoi ça? Je crois qu'on va pas beaucoup s'apprécier. L'opus qui nous intéresse aujourd'hui est le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il Le s'agit premier ben oui, le premier. Ah ouais. Chronologiquement, c'est le premier? Oh putain. Les Aventuriers de l'Arche perdue est effectivement le premier film à être sorti, mais se place deuxième dans la trame de la saga. En effet, dans Indiana Jones et le Temple maudit, sorti en 1984, l'histoire se déroule en 1935, alors que dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1981, l'action se situe en 1936. Bref, est-il vraiment nécessaire que je précise pourquoi ce film est trop cool?
Non, 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 ça ne l'est pas, bien sûr, mais ça fait toujours du bien. Puis est arrivé ce jour où, au fil de mes recherches, je suis tombé sur ça. You to find a story problem. Here's my jaw. Drop it. All right. Indiana Jones plays no role in the outcome of the story. Like, if he weren't in the film, it would turn out exactly the same. I see your confusion. You don't understand. Indiana Jones was the one in the hat with the whip. No, I do. And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died. Just like they did. Let me close that for you. Dès que l'on a vu et entendu ça, il est impossible de se défaire de cette idée. On aimerait nier, oui, prétendre qu'elle n'a rien compris au film. On voudrait se rouler en boule et picoler jusqu'à en oublier ce que l'on vient d'apprendre. Certains accepteront peut-être même d'emblée l'idée, oh oui, ils se rassureront en disant qu'au fond, ce n'est pas cela qui compte dans Indiana Jones. Mais une chose est sûre, c'est que cette question ne peut quitter notre esprit. L'histoire, ou du moins son issue, aurait-elle été exactement la même si Indy n'avait pas été là? Et c'est précisément à cette question que nous allons nous employer à répondre, du moins dans un premier temps. À ceux qui n'auraient pas vu ce film et qui ne voudraient pas connaître la fin, eh bien tant pis pour vous si vous restez. C'est complètement con. Intéressons-nous donc au rôle que joue Indiana Jones dans la trame narrative des aventuriers de l'Arche perdue, et à l'influence de ses actions sur le dénouement de l'histoire. Nous sommes de ce fait cantonnés... Comme le riz. De quoi? Oh mais merde, c'est vrai, tu dois pas connaître ça. Je disais, nous sommes de ce fait restreints à la narration qui concerne l'arche elle-même. Sa recherche, sa localisation, sa découverte, son ouverture, etc. Premièrement, Indiana accepte la requête des services secrets de l'armée lorsque ceux-ci l'encouragent à dénicher l'arche avant les nazis. Sachant qu'il aura besoin du pommeau médaillon du grand bourdon de rat pour localiser dans la salle de la maquette le puits des âmes, il part en direction du Népal dans l'espoir de le récupérer auprès d'Abner Ravenwood, son ancien professeur et père de Marion, un amour de jeunesse interprété par Karen Allen. Ha! Jeunesse, hein, c'est le mot. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu dis ça là? Elle avait 17 ans quand ils se sont rencontrés. Oui d'accord, et lui il avait quel âge? 27. Imagine s'il avait rencontré quand lui en avait 17. Et? Ok, va vraiment falloir que tu me fasses un topo sur les coutumes de ton époque. Une fois au Népal, son ombre rentre dans le bar de Marion. Sans ma grosse synecdoque. Il prend un pain dans la gueule, manque de s'en prendre un deuxième, apprend la mort d'Abner, se bat avec les méchants, défonce tout le monde parce qu'il est beaucoup trop fort et se retrouve dehors avec Marion. Après avoir en l'espace de quelques minutes impliqué cette dernière dans une mission secrète, mis sa vie en danger et cramé son établissement, il décide étonnamment d'accepter qu'elle le suive au Caire, où l'arche est activement recherchée. Une fois au Caire, nous faisons la rencontre de Salah, interprété par John Rhys Davies, qui possède le pouvoir de changer de visage et de jouer aussi bien pour des bons films, les Indiana Jones, James Bond, Le Seigneur des Anneaux, que des films de merde, Le Médaillon, Bloodsport 3 et King Rising. Oh putain, c'est un film Bouvet-Bol ça. S'ensuivent moult péripéties qu'Indiana parviendra à surmonter, notamment grâce à Salah. Une fois dans la salle de la maquette avec un bâton de la bonne longueur parce qu'il fallait retirer un cadam afin d'honorer le dieu hébreu à qui l'arche appartient et le pommeau médaillon, il parvient à trouver l'endroit où creuser pour trouver le puits des âmes. Et si à ce stade, vous vous demandez pourquoi Indy ne fait pas ça de nuit, dans le but de ne pas se faire repérer, par exemple, c'est que soit vous êtes complètement con, soit vous avez rien bité au film, soit les deux. En revanche, la question peut sûrement se poser en ce qui concerne la découverte de l'arche elle-même. Pourquoi Indiana n'a pas attendu qu'il fasse nuit pour pouvoir sortir l'arche du puits des âmes?
Alors je veux bien que de jour comme de nuit, transporter l'arche aurait été difficilement discret vu la lourdeur du truc. Mais là, quand même, c'est un peu exagéré. Est-ce qu'il craignait que les nazis trouvent l'arche s'il attendait ne serait-ce qu'une journée supplémentaire, alors qu'ils étaient déjà là depuis longtemps et qu'en fait ils n'avaient aucune raison de trouver l'arche, puisqu'ils n'avaient pas accès aux 2 faces du pommeau médaillon? Toujours est-il que déterrer l'arche au petit matin devant les soldats en train de se repaître de leur petit déjeuner n'était pas forcément la chose la plus brillante à faire. Passons. Les péripéties se poursuivent, durant lesquelles Indy échappe tellement de fois à la mort que celle-ci doit commencer à s'impatienter. La suite de l'histoire consiste à « c'est moi qui ai l'arche et pas toi, nanananer » jusqu'à ce moment. Indiana, we are simply passing through history. This is history. Do as you will. Une fois de plus, Belloc l'emporte sur Indiana, et comme il le précise en début de film, Indy finit ligoté à un poteau avec Marion, et vous savez tous comment ça se termine, à part pour ceux qui sont restés qui n'ont pas vu le film, et à ceux-là, je sais toujours pas quoi dire. Dieu est très la colère, des soldats meurent, des visages fondent, une tête explose, l'arche échappe aux nazis et est récupérée par les services secrets. Fin. Bon, à ce stade, il me semble difficile de dire le contraire. Indiana Jones n'a pas permis de résoudre l'affaire. Il a foutu ses proches en danger, il s'est lui-même foutu en danger, et tout ça pour ne pas être l'acteur de l'échec des nazis. Mais Amy dans Big Bang Theory avait donc raison? Il y a une erreur de scénar? Ben non, justement, je pense qu'il n'y a pas d'erreur de scénar. Il est question d'Indiana ici, d'un héros. Il faut, pour comprendre, revenir à ce qui fait l'essence d'un héros, à ce qui le définit. Rappelons d'abord, même si ça a été fait souvent, que George Lucas a participé à l'écriture du scénario et que celui-ci est inspiré, comme il a pu le dire au moment de la trilogie Star Wars, par le concept du monomythe de Joseph Campbell, décrit notamment dans Le Héros aux 1001 visages, sorti en 1949. Pour le dire simplement, il s'agit d'une théorie qui prétend que tous les mythes racontent chacun une déclinaison d'une même histoire, et cela serait reconnaissable par les étapes successives que traverse un héros. Appel à l'aventure, épreuve, réalisation d'un but, retour à la vie normale, un monde amélioré grâce à la réalisation du but. Mais ce que précise Campbell, c'est que le héros peut tout autant échouer que réussir, et ce n'est pas cela qui le définit en tant que tel. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Afin de préciser ma pensée, je vais m'appuyer sur une définition du philosophe André Comte-Sponville. Comte-Sponville affirme que si le héros a été dans l'Antiquité un demi-dieu comme Hercule ou un homme divinisé comme Alexandre, il est aujourd'hui un personnage exceptionnel, certes, mais qui brille avant tout par son courage plus que par sa réussite, par ses actes davantage que par ses œuvres. C'est en cela qu'on le distingue du génie, du saint ou du sage. Ce qui compte, c'est sa volonté à agir, même si cela lui coûte. Il se dresse comme un rempart face à la peur, à la souffrance, à la fatigue, à l'abattement, au dégoût. Le script Dr. John Truby décline dans Anatomie du scénario les 7 étapes qui selon lui structurent une histoire. Une faiblesse et un besoin, un désir, un antagoniste, un plan, une bataille, une révélation personnelle et un nouvel équilibre. Pour Truby, un héros est lié au désir de l'antagoniste, lequel n'a pas seulement pour ambition de l'empêcher d'atteindre son but, mais est aussi en compétition avec lui. Leurs désirs sont liés, ils convoitent les mêmes choses. C'est ce qu'on observe avec Indy et Belloc. Tous deux cherchent l'Arche d'Alliance, mais à des fins différentes. Belloc la cherche pour lui-même, faisant preuve au passage d'orgueil, d'avarice, d'envie, qui sont tous trois des péchés capitaux. Tu m'étonnes que Dieu soit pas jouasse. Indiana, lui, cherche l'arche pour elle-même, pour tout ce qu'elle a d'historique, ce qui est une cause autrement plus noble. Au fond, peu importe qu'Indy influence ou non l'issue de l'aventure. Pour ma part, je ne crois pas en l'autodétermination des choix, ou en la totale responsabilité de nos échecs et de nos réussites. Ce qui compte, c'est la voie dans laquelle persévère Indy. Ce qui compte, c'est la valeur de ses actes. En l'occurrence, chercher l'arche pour elle-même, pour tout ce qu'elle a d'historique. Je précise que je ne parle pas ici de films où le héros échoue, où il n'y a pas de happy ending, comme avec Valkyrie qui traite d'une tentative d'assassinat d'un homme moustachu nommé Hitler.
Ce n'est pas véritablement l'échec qui est en question puisqu'au fond Indy n'échoue pas. La situation initiale est résolue favorablement. Même si je concède qu'au début du film, les services secrets promettent à Indiana et Marcus qu'ils pourront conserver l'arche dans un musée. Rapprochons les aventuriers de l'Arche perdue d'un autre film de Spielberg, La guerre des mondes. Ce film traitant d'une invasion extraterrestre suit les péripéties de Ray Ferrier, oui je sais j'ai un accent de merde, et de ses deux enfants, Rachel et Robbie. Tout l'intérêt du film réside dans l'évolution des personnages et tout particulièrement celui de Ray. Au début du film, il est un père démissionnaire, peu épanoui dans son travail, peu soucieux de son environnement et n'ayant Dieu que pour sa voiture. Or, c'est à travers les épreuves qu'il vit tout au long du film avec ses enfants qu'il redéfinit leur relation et passe du loser au héros. Pourtant, il ne joue pas de rôle dans le dénouement du conflit avec les extraterrestres. Tout au plus, il aide les militaires. Ce qui nous touche, c'est la persévérance d'un de nos semblables face à la difficulté. Par ailleurs, ce film, comme Indiana Jones, s'achève par un Deus Ex Machina, lequel est particulièrement visible dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, où les ennemis meurent de la main même de Dieu. Mais attends, dans la dernière croisade, si Indiana n'avait pas été là, les nazis seraient morts les uns après les autres devant les épreuves. C'est Indy qui leur ouvre la voie. Et s'ils avaient fini par réussir, ils se seraient probablement trompés de Graal les uns après les autres. Mais admettons qu'ils aient trouvé le bon Graal. Leur but, c'était de ramener le Graal à Hitler. Donc, ils auraient traversé la dalle scellée et ils seraient tous morts. Mais attends, c'est exactement le même phénomène que dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oh mon Dieu! Mais est-ce que t'as seulement écouté un mot de ce que je dis depuis tout à l'heure? On s'en fout de ça, c'est pas important. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le 4e opus... Il n'y a pas de 4e opus. Alors, ça risque de te fâcher, mais j'en ai trouvé un 5e. Mais attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Non, sérieusement, je repensais à la dernière croisade là. Oui, et alors? Indy et son père boivent dans le Graal. Oui. Ben, ils auraient dû être immortels. Alors pourquoi dans le 4, Henry Jones est mort et Indy a vieilli? On se mate le 4e?